Bonjour, merci beaucoup de nous inviter à présenter ce projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui est important pour nous. Donc, on réalise, Chantal Rousseau et moi, avec le service aux collectivités de l'UQAM. C'est financé par le service aux collectivités de l'UQAM, avec deux partenaires, le RQ-CALAX, qui est le réseau des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et plus spécifiquement Mélanie Sarwano, qui est agente de liaison, et un collectif « Je suis indestructible » qui est une plateforme où les femmes et les hommes peuvent témoigner d'agressions à caractère sexuel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de commencer à travailler sur les témoignages d'agressions à caractère sexuel sur les réseaux sociaux? En fait, ça a émergé un peu avant l'affaire Yann Ghomeshi et toute la vague de témoignages qu'il y a eu. On avait remarqué qu'il y avait de plus en plus de témoignages individuels sur les réseaux sociaux, que ce soit des vidéos sur YouTube avec des femmes qui pouvaient afficher une pancarte où elles disaient ce qu'elles avaient envie de dire, que ce soit dans des forums comme Doctissimo, où on retrouvait des fils qui étaient dédiés à des témoignages de viol, d'abus sexuels. Aussi, on retrouvait dans des formats comme des mèmes qui étaient utilisés, donc comme le Confession Bear, pour pouvoir dire, raconter un projet. Il y avait aussi des projets collectifs, donc il y avait des initiatives individuelles, il y avait des projets collectifs qui étaient là organisés et encadrés par des organismes communautaires qui visaient à mettre ensemble des témoignages de victimes. Parmi ces projets, il y a le projet Unbreakable qui est mis en place en 2011, où là, c'est une jeune photographe, Grace Brown, qui invite des femmes à prendre une pancarte et à mettre de l'avant, donc à projeter leurs paroles et à projeter une parole qui les avait particulièrement blessées de la part de l'agresseur, ou une parole un proche a pu leur dire et qui les a particulièrement blessés par la suite. Et c'est, si ça vous intéresse, vous irez voir le site de Unbreakable encore disponible. C'est assez troublant de voir à quel point ce sont les mêmes paroles qui reviennent tout le temps. Puis, il y a eu le mouvement en 2014, Agression non dénoncée, qui est en fait la version francophone de Being Raped Never Reported, suite à l'affaire Yann Ghomeshi, donc un présentateur d'une émission vedette à CBC et qui va, donc des femmes vont émettre des allégations et tout de suite on va dire mais pourquoi n'ont-elles pas porté plainte, et deux journalistes dont Sue Montgomery vont décider de lancer le mot-clic agression non dénoncée pour dire pourquoi les femmes ne portent pas plainte. Alors on a regardé effectivement ce qui se disait sur ces réseaux et sur le fil Twitter qu'on avait analysé dans une première phase. Et effectivement, les femmes expliquaient pourquoi elles n'avaient pas dénoncé, expliquaient la difficulté de dire aux proches, mais elles rapportaient aussi beaucoup de choses autour de l'expérience de l'agression. Et finalement, elles racontaient comment c'était arrivé, comment est-ce que les difficultés qu'elles avaient eues à en parler dans leur entourage, à en parler à la police, etc. Donc, ça allait au-delà de la mission d'agression non dénoncée, qui a généré des millions de témoignages, notamment sur le fil anglophone Being Raped Never Reported. Et puis, dernièrement, donc l'actualité, en 2016, autour des paroles édifiantes de Trump, mais au bout d'un an, le RQ-CALAC avait aussi lancé le mot-clic « On vous croit » pour essayer de relancer qu'on n'oublie pas justement ces témoignages, parce qu'on voit qu'il y a des vagues de mobilisation, puis ça retombe assez rapidement. Et tout dernièrement, avec l'affaire Weinstein, balance ton porc et sa contrepartie balance ton truie, où là aussi il y a des discours assez édifiants. Et MeToo, et moi aussi, où là les victimes vont dire aussi, moi aussi j'ai été victime d'harcèlement, de différentes violences
faites aux femmes. Alors, si on regarde tous ces mouvements de témoignages, il y a eu relativement peu de travaux qui ont essayé de documenter ce qui se faisait justement sur ces témoignages en tant que tels. Nous, on a trouvé 2 travaux, un travail de Mose et Weber, où elles analysent le contenu d'un corpus de Yahoo Answers, donc c'est quand même assez ancien, et où elles vont montrer que c'est assez intéressant parce que ces espaces de parole sont effectivement des espaces où des femmes qui souvent n'avaient pas témoigné, notamment parce qu'elles étaient victimes de proches et que c'est très difficile de témoigner quand les proches ne vous soutiennent pas et quand en plus l'agresseur fait partie des proches, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Et donc, elle montrait, oui, c'est un espace de parole nécessaire, mais en même temps, elle montrait que même si les femmes recevaient beaucoup de soutien sur ces espaces-là, s'il suffisait qu'il y ait quelques commentaires négatifs pour que ça ait beaucoup d'impact. Donc, elles insistaient, les organismes, à se dire, mais il faut réfléchir à ce qui se passe sur les médias sociaux, parce que est-ce que c'est vraiment un espace de parole sécuritaire? Puis, il y a eu une étude de Pavot en 2015 où là, elle a analysé le projet Unbreakable de Grace Brown et elle a montré comment cette pancarte vraiment contribuait à augmenter le discours du corps et notamment permettait de retrouver la parole à d'une part, les femmes pouvaient dire tout haut une parole taboue qu'avait prononcé l'agresseur, mais en même temps se servait de la pancarte souvent pour répondre aussi à l'agresseur. Comme bon, c'est un peu petit, mais on le voit sur certaines photos, elles allaient inclure ou présenter 2 pancartes, donc ce qui leur donnait vraiment une occasion de reprise de discours. Et ensuite, ce discours qui était agrégé et qui circulait au travers de ces pancartes donnait un autre poids finalement à cette mobilisation et faisait en sorte qu'on en parlait, qu'il pouvait y avoir certaines mesures. Il y a eu aussi beaucoup d'études sur les témoignages d'agressions à caractère sexuel dans l'espace public. D'ailleurs, ici, il y a un groupe qui travaille sur la culture du témoignage avec Marianne Nge-Mensah, qui travaille particulièrement là-dessus, et notamment les travaux de Plummer sur les sexual stories, où ils vont montrer, donc ils s'inscrivent dans une perspective interactionniste et il va montrer le caractère performatif du récit en montrant, bon, d'une part, que ça permet de faire quelque chose, de dire quelque chose, de construire son récit, mais aussi il va insister énormément sur le contexte du récit en montrant que selon le contexte, le cadre d'énonciation va être plus ou moins favorable à l'énonciation de tel ou tel récit. Et il va aussi souligner avec d'autres comment justement le récit, ces récits d'agression que les femmes livrent en ligne, mais aussi hors ligne, puisque lui, il étudie plus particulièrement des récits en ligne, hors ligne, vont permettre aux victimes, en fait, il va dire, il ne faut pas parler d'un témoignage, c'est vraiment des parcours, des chemins de témoignage. Et d'ailleurs, on va l'avoir vérifié nous aussi. Et finalement, c'est au travers de ces multiples témoignages que les femmes commencent à se considérées comme victimes, parce qu'on peut dire, ah, pourquoi les femmes ne vont pas dans les organismes d'aide, pourquoi elles ne portent pas plainte, mais il faut déjà qu'elles se reconnaissent comme victimes. Et donc, une partie de ces mouvements contribue aussi à sensibiliser d'autres femmes, d'autres personnes à se dire, ah, mais ce qu'elles racontent, c'est ce que j'ai vécu, donc à se reconnaître déjà comme victime, puis comme survivante, avec, si vous voulez, on pourra revenir là-dessus après, mais aussi toutes les questions qu'il y a autour de ce terme de survivante qui peut aussi inciter à une certaine performance aussi dans la survivance. Mais enfin bref, vont signer l'importance du récit dans la reconstruction de l'identité, puis tous les travaux sur récit identité vont dans ce sens-là, et particulièrement les travaux aussi autour de la mémoire post-traumatique qui vont montrer comment l'agression est vraiment un éclatement du soi et comment le récit va être cette façon de retrouver un discours un peu cohérent et une histoire dans laquelle on se reconnaît. Alors, les objectifs de la recherche, donc il y a eu des études sur les récits, il y a toute une littérature sur les récits de témoignages d'agressions sexuelles, mais il n'y avait pas d'études, au moment où on a commencé la recherche, j'imagine qu'il va y en avoir de plus en plus, mais qui cernaient les expériences des femmes. Qu'est-ce que ça apporte finalement? Déjà, d'essayer de voir, de documenter les formes
que prennent ces témoignages. Et là, on s'inscrit aussi dans la perspective de la sociologie des usages, donc de voir mais comment est-ce qu'elles vont utiliser le dispositif, qu'est-ce que le dispositif ouvre comme possibilité, qu'est-ce que ça ferme, qu'est-ce que ça a comme contrainte, qu'est-ce que ça peut générer comme risque aussi, qui sont liés aussi à l'utilisation du dispositif, à l'appropriation du dispositif en tant que tel. Donc, regarder ça d'une part, documenter les formes et documenter les motivations des femmes et puis le sens que ça prend pour elles de s'inscrire dans le cadre de ces démarches de témoignage. Et tout ça dans le but de réfléchir avec nos organismes partenaires au fait que est-ce qu'il y aurait matière à ajuster le soutien aux femmes qui ont témoigné en ligne ou qui veulent témoigner en ligne. Comment on pourrait les aider, les préparer, leur offrir du soutien, parce que le soutien en ligne, c'était pas quelque chose qui était intégré dans la stratégie jusqu'à présent. Donc, en termes de méthodologie, c'est une recherche vraiment exploratoire. Donc, suite à une première analyse de corpus des témoignages sur Twitter et sur Facebook, dans ce cadre-là, on a vraiment voulu donner la parole aux femmes qui avaient témoigné. Donc, on a fait des entretiens semi-dirigés en profondeur qui ont été réalisés en face à face, par échange de courriel ou par Skype. On a recruté via les réseaux sociaux des plateformes, des partenaires, en recrutant des femmes qui avaient témoigné dans les 2 dernières années. Donc, on a recruté en 2016, donc c'est des femmes qui avaient témoigné en 2014, en plein milieu de l'affaire agression non dénoncée. On a été contactés par 26 femmes qui voulaient témoigner, puis qui déjà d'ailleurs nous livraient leur récit en partie. Mais une fois qu'on leur faisait passer, qu'on échangeait avec elles autour du formulaire de consentement, il y avait eu beaucoup de femmes qui n'étaient plus trop ouvertes à témoigner, notamment parce qu'il y avait cette idée de si on voit qu'il y a un risque pour la personne qui témoigne ou son entourage, que là, on pouvait être amené à briser la confidentialité et elles n'étaient pas du tout à l'aise avec cette clause-là. Donc, finalement, on a eu 14 témoignages, femmes qui avaient témoigné, avec lesquelles on a fait des entrevues semi-dirigées. 12 femmes ont terminé, parce que quand on fait des entrevues en ligne, quelquefois on peut perdre, c'est plus facile en fait de perdre des participants que quand la personne est en face de vous. Et elles avaient effectué 27 témoignages. Donc en fait, après, on a pris les témoignages et on a regardé aussi ces différents témoignages à différents moments de leur parcours. Et souvent, d'ailleurs, il y avait aussi plusieurs agressions, parce que ça, on sait que d'avoir été victime d'une agression, ça favorise le fait d'être victime d'une agression par la suite. Et on avait 3 tranches d'âge. Ça, c'était un critère de recrutement. On voulait essayer d'avoir des femmes 18, 24 ans, 25, 34, 35 et plus. Et quand on regarde notre corpus, on a un corpus de femmes qui sont plutôt scolarisées, plus scolarisées que la moyenne. Ce qu'on retrouve aussi qui est associé au fait des femmes qui vont écrire sur les plateformes, etc. Donc, si on regarde les espaces dans lesquels elles avaient produit leurs témoignages, les espaces sont très diversifiés. Ça pouvait être des espaces collectifs, par exemple des blogs de journaux, des forums, des pages Facebook, etc. Ça pouvait être des espaces collectifs comme Twitter, autour justement des mots-clics, agression non dénoncée, on vous croit, etc. Sur le site Je suis indestructible, qui est un site, une plateforme de témoignage, donc celui de notre partenaire, sur la page Facebook agression non dénoncée, etc. Donc, sur ce type d'espace, réseaux sociaux. Et il y avait aussi, on voyait, ça ce qui est important, c'est que beaucoup de femmes allaient répercuter, donc elles mettaient quelquefois le témoignage sur un de ces espaces-là, mais elles le mettaient aussi, elles le reprenaient sur leur page Facebook. Donc ça, c'est important parce que si on regarde l'anonymat, nous, on pensait que justement les femmes témoignaient sur les médias sociaux parce qu'elles pouvaient le faire de manière anonyme. En fait, sur les 27 témoignages dont il était question, seulement 6 étaient anonymes. Et quand ils étaient anonymes, ils étaient aussi relayés sur la page Facebook. Donc là, où il n'y avait plus d'anonymat autour de la personne. Et il y avait par ailleurs des témoignages qui étaient nominatifs dès le départ et qui étaient même une affirmation, comme l'explique Sylvie, donc sont des noms fictifs, qui explique mon vidéo. Donc c'est une jeune femme, elle a produit une vidéo sur YouTube et elle dit « Il n'est pas anonyme parce que je le livre dans un espace auprès de proches où je veux que ces personnes sachent que c'est moi et je suis très fière d'assumer ouvertement ce qui s'est passé car je n'ai pas honte de tout ça. » Donc, ne pas être anonyme, c'est aussi une façon de dire « J'accepte ce discours, je le revendique et même
aujourd'hui, je peux prendre la parole et dire ce qui m'est arrivé, il faut que la honte change de camp. On entend ça. Donc maintenant, j'ai passé la parole à Chantal qui va vous parler des significations du témoignage en ligne. Essentiellement sur les résultats obtenus à partir d'une question qui était une question initiale, on a dit un entretien semi-dirigé, on les lance très souvent sur qu'est-ce qui vous a amené à produire ce témoignage en ligne. Donc, c'est souvent autour de ça qu'on développe le reste de l'entretien. Et dans les réponses qu'on obtient, on obtient d'abord une part de réponses qui pourraient ne pas être propres ou spécifiques à l'entretien ou à la parole en ligne, qui serait propre à la prise de parole tout simplement. C'est cette libération, donc cette capacité de mettre en mots une expérience qui nous est propre, qui nous habite et dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc, cet aspect de libération, ce qui devient propre et spécifique à l'entretien en ligne, c'est le caractère contrôlé, ce sentiment qu'ont les femmes qu'on a rencontrées, que de pouvoir d'abord livrer un discours sans interruption. Personne ne va te demander « Oui, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? » Personne ne va douter. Personne, par ses interventions verbales ou non verbales, va venir interrompre ce discours. Elles peuvent le livrer où et quand elles veulent. Hein? Et donc, souvent, ce sont des moments, des fois, elles écrivent la nuit, des fois, ça se produit à un moment très précis, autour d'un événement très précis. Elles vont utiliser ce temps-là. Elles le font à leur rythme également, ce qui veut dire que pour certaines, c'est un seul jet. On écrit, on lance, ou on dit, on met en ligne. Pour d'autres, il y a beaucoup plus de travail, de filtration, de nettoyage qui va se faire. Et elles ont le choix d'enlever, même si ça reste dans la mémoire, c'est pas ça qui est là, mais elles ont donc cette maîtrise du rythme, cette maîtrise également de savoir à qui elles s'adressent. C'était présent notamment tout à l'heure quand Christine évoquait Sylvie, qui dit « je l'ai mis là pour qu'ils le sachent ». Et elles abordent ce qu'elles veulent. C'est leur propre agenda setting, on pourrait dire, par rapport au contenu. Pour plusieurs également, dans cette raison du témoignage, il y avait, je suis habitée, j'avais aucune idée de quoi faire avec ce qui m'habitait, cette expérience, ce traumatisme en fait qui m'habitait. Et tout à coup, il y a ces plateformes qui sont disponibles, qui permettent de le faire. Et donc, ça devient un premier geste que l'on pose pour que l'expérience qu'on a vécue devienne vraie ou devienne nommable, partageable d'une certaine façon, et donc pour pouvoir agir sur cette réalité-là. C'est aussi une façon d'aller chercher du soutien. On a beaucoup parlé du soutien hier. On a parlé, je pense à Monique, entre autres, une partie d'hier en après-midi, quand la France était débranchée. On avait Monique Caron-Bouchard qui évoquait le caractère critique, l'esprit critique finalement des internautes, particulièrement chez les jeunes, les plus jeunes, mais je dirais que c'est vrai de toutes celles qu'on a rencontrées du fait qu'elles sont des pratiquantes du réseau social en ligne. Elles vont choisir où elles vont aller. Elles vont le choisir en fonction d'un ensemble de critères et de filtres qu'elles vont passer. Et particulièrement quand on pense à Anouk, dont on a un extrait ici, Anouk a vraiment d'abord exploré la plateforme en tant qu'observatrice, donc de l'extérieur, voir qu'est-ce qui se dit, comment les gens réagissent. A ensuite apprécié le fait que le site soit logé outre-Atlantique, donc c'est un site européen, donc elle ne sentait pas le risque d'une proximité ou d'une invasion, et donc elle a fait tout le filtrage de sécurité de l'endroit, du forum sur lequel elle a éventuellement posté des choses dans l'urgence par ailleurs. Donc au fond, il y a quand même un mode de prévention et de précaution qui est présent pour certaines personnes assurément. Un espace sécuritaire pour s'exprimer, sécuritaire, et là tout à coup, ce qui me revenait également hier, il y avait Olivier qui parlait. Donc, attends, un petit peu, tu disais, ah oui, le soutien pratique. Hein, le soutien plus dans le découlement du soutien. Il y a deux types de soutien qu'on va chercher, qui sont là. Ceux qu'on connaît bien, ben, deux types, plusieurs types, parce qu'il y en a plusieurs, mais soutien émotionnel, soutien social, on les connaît bien. Le soutien de communauté, on le connaît bien également. Mais ce qu'on retrouve en termes de sécurité également, c'est plus présent dans le témoignage de Karine. Karine et d'autres, par ailleurs, mais dans d'autres contextes, nous disent si jamais il devait y avoir un troll, si jamais quelqu'un devait oser une parole agressante, je n'aurais pas moi-même à réagir puisque d'autres le feraient à ma place. Et donc, c'est une sécurité réelle qu'on vient chercher sur cette plateforme-là également.
Le mot-clic agression non dénoncée offre un contexte pour s'exprimer. Christine l'évoquait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on observe que les gens choisissent, vont reconstruire ou vont mobiliser leur récit, mobiliser leur histoire, mobiliser leur expérience à partir d'un angle qui est donné par soit le site où on va, soit le mot-clic qui est pertinent. Nous, au moment où on a fait la recherche, on avait encore en tête ce mot-clic agression non dénoncée. C'est sûr que là, si on regarde, on a beaucoup de choses de ce type-là autour du mot-clic, moi aussi, MeToo. Donc, qui mobilise l'expérience, qui vient remémorer, replacer, redonner une pertinence à certaines choses qu'on a pu vivre. Donc, un contexte pour placer mon témoignage, me rallier, il y avait aussi ce contexte de solidarité, donc qui était aussi une des formes de soutien observées. Mais comment rentrer dans, c'est comme rentrer dans une manif, comme on disait également. Hein, donc, cet esprit de solidarité active et de solidarité qui est pertinente à ce moment-ci. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu ce sentiment de pouvoir me solidariser et présenter les choses. On a analysé une grande différence, en tout cas, pour nous, il y a une grande différence dans ce qu'on a entendu entre dénoncer et témoigner. Ce n'est pas que l'un est toujours absent de l'autre, mais les femmes qu'on a rencontrées, les personnes qu'on a rencontrées, nous ont essentiellement parlé de témoignage. La dénonciation, c'est plus dans l'esprit de balance ton peur, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différents sites. C'est à partir du moment où on nomme. Et quand on nomme, donc, cette dénonciation-là, la raison de cette dénonciation, et ça aussi, je fais des liens avec l'actualité parce qu'on peut difficilement y échapper, la raison pour laquelle on nomme l'agresseur ou on le rend identifiable ou on se nomme soi-même, c'est autre chose déjà. On se nomme parce qu'on revendique notre histoire, on nomme l'autre pour forcer cette autre personne à deux choses. D'abord, à éviter que d'autres personnes soient victimes. On le nomme pour éviter que d'autres personnes soient victimes, ou on le nomme parce qu'on soupçonne que d'autres personnes peuvent avoir été prises dans les mêmes engrenages d'agression, de harcèlement, et donc on veut leur permettre de reconnaître leur propre histoire, donc il y a un aspect de solidarité. Et l'autre aspect, c'est on souhaite que cette personne-là prenne la part qui lui revient dans la souffrance et dans la difficulté de la situation. Et ça s'apparente donc à une sorte de justice réparatrice. On voudrait que tu puisses t'excuser, que tu puisses prendre acte. Ça vient aussi dans, c'est comme une incitation, une invitation, un peu dans l'esprit de, encore une fois, je fais des liens, tu me corrigeras, Christine, parce que là, c'est plus spontané, mais quand il y a eu ce balance ton peur, il y a eu cette espèce de réponse, how I will change, comment je vais changer, le mot-clic. Donc, on veut permettre aux personnes qui ont commis ces comportements, qui étaient présents, qui ont agi dans ces comportements-là, de se repentir et de ne plus agir comme ça. Donc, de devenir des personnes meilleures dans leurs relations, notamment avec les femmes dans ce cas-là. Très peu vont avoir, et d'ailleurs, c'est même contradictoire, souhaitent aller en justice après avoir fait ça, parce que déjà, ça commence à être plus compliqué à partir du moment où on nomme quelqu'un en ligne, d'entrer dans un processus judiciaire par la suite. Et on observe dans les médias, mais maintenant, il faut aller dans la justice pour réparer. C'est comme des mouvements parallèles. Donc, dénoncer. Les bénéfices et risques. Avec la dénonciation, les risques augmentent. Les risques augmentent par la dénonciation d'une personne. Donc, à partir du moment où on identifie ou rend identifiable une personne, les risques augmentent également à partir du moment où on devient soi-même identifiable dans une communauté où les gens prennent parole. Je voulais juste remarquer que sous Montgomery et, comment ça s'appelle? Alexander Pascal. Alicia, bon, si je le lis, je peux le lire, mais je n'allais pas m'en souvenir autrement. Bref, les deux ne sont plus journalistes. C'est une chose qu'il faut observer. Il y a un coût possiblement associé à ça. Pour certaines personnes dans notre corpus également, on va le voir, il y a des risques. Mais quand on leur demande, on dit malgré tout, est-ce que vous le referiez? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut libérer cette parole. Donc, le témoignage permet, dans les bénéfices associés, faire sens d'une mémoire morcelée et fuyante. On a dit 27 témoignages analysés à partir de 12 entretiens. Il faut voir également que dans les entretiens, certaines personnes ne se souvenaient pas de témoignages et c'est en nous parlant qu'elles se sont souvenues de témoignages qu'elles avaient fait des fois 5, 6 ans, des fois 3 ans auparavant, qu'elles avaient aussi évacué de leur mémoire. Donc, c'est vraiment tout un système de mémoire qui a été atteint. Donc, les témoignages permettent de faire ressurgir la mémoire et donc, en faisant ressurgir cette mémoire, de reconstruire notre histoire,
de se réappartenir. Je ne connaissais pas mon histoire. J'ai vraiment écrit 2 périodes de ma vie où j'ai vécu des attouchements. Clara, ce phénomène où à un moment donné, elle voit un mot-clic, elle essaie de dire « Ah, je vais raconter, c'est l'occasion de raconter une chose ». Elles se mettent à écrire et elles se rendent compte qu'elles parlent d'autres choses qu'elles avaient oubliées. Au moins 2 ou 3 sur les quelques femmes qu'on a rencontrées. Et on reconnaît également cette histoire-là dans plein d'autres témoignages qu'on peut continuer à lire. Donc, ça, c'est important. Le récit permet de relier les éclats de mémoire, de leur donner sens. Se reconstruire malgré sa progression et l'afficher publiquement. Marquer sa progression et l'afficher publiquement. Le passage de victime à survivante, le passage de je ne sais pas ce qui m'est arrivé à ce qui m'est arrivé n'est pas juste, et même si ce qui m'est arrivé n'est pas juste, je peux devenir quelqu'un d'actif, engagé, fort, capable de faire des choses. Donc, tout ce passage-là, et il y a des... c'est pas une ligne droite, hein, vous vous en doutez. Le marqueur de processus, ça pose des jalons. Quand j'ai décidé d'envoyer le texte, elle a eu des hésitations, Sophie, tout ça, avancer dans ce processus à mon rythme. Donc, j'en mets, je me tais, je m'éloigne. Des fois, elles ferment, elles arrêtent d'accéder à leur Facebook, elles arrêtent de se connecter pendant un certain temps, elles ne vont plus voir ce qui se passe, reviennent, recommencent, reprennent leur histoire. C'était un autre moment où j'ai changé mon histoire. Là, j'étais vraiment survivante, je n'étais plus victime à un moment donné. Donc, Joanne, qui se met à écrire, se rend compte qu'elle n'est plus au même endroit par rapport à son récit, qu'elle a développé cette espèce de vision plus... de pouvoir aider, de pouvoir changer quelque chose au-delà de sa propre histoire à elle. Et encore, Joanne, j'étais fière d'être capable de le montrer. Et pourtant, je veux juste peut-être le dire, Joanne est une des personnes dont le témoignage en ligne initial, celui qui l'amène à venir nous voir, puis on se rend compte qu'elle a communiqué, elle l'a dit sur différents blogs, puis elle l'a dit à plein d'autres endroits qu'elle n'a pas enregistré comme étant significatif. C'est une petite vidéo, 90 secondes, qu'elle a produite pour aller chercher une bourse d'études et dans laquelle elle fait référence à Oprah Winfrey, qui avait également admis avoir été victime d'agression sexuelle. Et tout ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est « ça m'est arrivé à moi aussi », puis elle continue comme si de rien n'était. C'est ça. Et ça a été un énorme déclencheur par rapport à être capable, parce que pour ça, il a fallu ensuite qu'elle aille chercher le soutien de ses collègues pour avoir la bourse, il fallait qu'elle aille solliciter ses amis. Il a fallu qu'elle utilise ce petit vidéo pour aller chercher le soutien. Et donc, ça l'obligeait, dans son réseau personnel de proximité, à admettre et à reconnaître que ça faisait partie de son histoire et de qui elle était. Obtenir du soutien social, on en a aussi beaucoup parlé hier, on en parlera sans doute encore aujourd'hui. Obtenir de l'écoute, de l'empathie, des conseils, de l'entraide, se sentir moins seul, donc les bénéfices. Un soutien qui peut prendre des formes minimales, le petit like, la petite laine qu'on rajoute, ça fait du bien, même si les gens disent peu de choses, même s'il y a juste, on observe 425 vues, aucun troll, rien de méchant, des likes et bravo, félicitations, c'est rien de personnel, ça fait du bien. Redonner, exprimer sa solidarité, participer aux échanges, aider, redonner le temps. Contribuer à la mobilisation, la sensibilisation autour des questions d'agression à caractère sexuel. Bon, on en a trop peu discuté, donc solidarité. Renégocier les relations avec l'entourage. On en a parlé également avec Sophie, cette capacité de dire, maintenant que c'est dit, comment réagissez-vous? Expliquer son parcours, parce que plusieurs se sont fait blâmer pour avoir brisé des liens avec un réseau social, donc une famille, des amis, s'être retiré, on ne sait pas pourquoi, et tout à coup, ça permet de revenir sur ça. Ma tante, qui va pouvoir peut-être en parler, j'espère que mon beau-père ne va pas se sentir aussi bien. Et puis une démarche qui n'est pas sans risque, c'est le moment où je vais prendre. Alors, Chantal l'a dit, il n'y avait pas tant que ça dans ces espaces autour des mouvements, finalement, de commentaires haineux, même si il pouvait quand même y en avoir certains. Et c'est ça qui, même s'ils sont peu nombreux, ils ont un impact important. Mais grosso modo, si on regarde ce que nous disent les femmes, elles avaient trouvé que c'était quand même des espaces sécuritaires qu'elles pouvaient contrôler, comme l'a souligné Chantal. Mais ce qu'elles trouvaient le plus comme risque, c'était d'une part le fait que l'attention soit très volatile. Et comme on les rencontrait, c'était 2 ans après, elles disaient, ben, finalement, bon, moi, ça m'a fait progresser dans mon histoire, mais collectivement, qu'est-ce que ça a amené? Donc ça avait été un risque. Un autre risque, c'était le risque de ressac. À force de voir tous ces témoignages difficiles, il y a certaines qui disaient, dans le cadre du mouvement, qu'elles étaient obligées de se déconnecter parce qu'elles ne supportaient plus de voir tout le temps cette histoire et de la revivre au travers des mots qui étaient dits.
Un autre risque aussi, c'était de se dire ah ben non, mais moi, j'ai pas eu une agression de l'ampleur qui est rapportée ici, donc finalement, je suis un petit cas. Alors, est-ce que j'ai la légitimité d'aller chercher de l'aide, etc. Et donc, même d'ailleurs, on voyait qu'en venant nous voir, c'était aussi dire est-ce que je suis bien une victime? Est-ce que et donc, nous aussi, dans le cadre de la recherche, on a contribué à favoriser ce passage pour certaines vers les groupes d'aide. Et enfin, un autre risque, c'est qu'à partir du moment où on est sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, bien les proches qui ne soutiennent pas la victime dans son discours ont une sorte un canal ouvert et peuvent toujours contacter la victime. Donc, l'une nous parlait d'une de ses tantes qui allait prendre un profil différent pour toujours venir lui parler, etc. Donc, elles sont quand même visibles. Mais elles n'étaient pas plus préoccupées que ça par les traces qui étaient laissées, par exemple, par rapport à un futur employeur. Le risque, vraiment, il était plus important quand l'agresseur était nommé. Parce que là, notamment pour celles qui avaient témoigné dans le cadre, pour une agression commise dans le cadre du milieu de travail, là, il y avait des risques énormes. Parce que justement les gens se disent ah ben, c'est quand même un ami, c'est un travailleur que j'aime bien, etc. C'est un collègue et tout le monde prenait place et elles n'avaient plus aucun espace, que ce soit leur entourage, des proches, le milieu de travail, où elles n'étaient plus enfermées dans la figure de la victime. Et je vous renvoie au témoignage de Michèle Ouimet ces derniers temps, qui elle avait témoigné au moment d'agression non dénoncée, donc une journaliste québécoise, qui là explique comment finalement elle est enfermée complètement dans ce statut de victime. Donc, pour conclure, de ce que nous ont dit les femmes, il y avait vraiment, elles jugeaient que sur les médias sociaux, elles avaient une visibilité maîtrisée finalement de leurs paroles et donc un sentiment de contrôle assez fort, le fait que le récit avait, c'est complémentaire à bien d'autres démarches, mais contribué à cette reconstruction et constitué pour plusieurs une porte d'entrée vers justement ce cheminement ou vers les ressources. Et en termes de mobilisation, on trouve que c'est vraiment aussi des formes d'expression qui peuvent être moins exigeantes peut-être que de se mobiliser dans le cadre d'un collectif, de participer à une manif, juste de pouvoir mettre un like ou juste de pouvoir dire moi aussi, ça m'est arrivé. Donc, c'est une façon de progresser. Et les risques, je viens de vous en parler, mais il y a aussi des risques qu'elles n'ont pas beaucoup évoqués au niveau judiciaire. Si vous voulez, on peut en discuter. Merci beaucoup.